Bonjour à tous et bienvenue sur August Book Club, le podcast. Alors, comme je l'avais indiqué dans l'épisode de la semaine dernière, on se retrouve pour l'épisode 2 sur le livre Read Yourself Happy de Daisy Buchanan. Et c'est un livre qui parle de l'anxiété et de comment la lecture pourrait aider à contrôler notre anxiété dans la vie de tous les jours. Je voulais faire le deuxième épisode puisque j'ai adoré lire ce livre et j'avais envie de vous donner vraiment un résumé de tous les chapitres. Je suis Audrey, j'ai un podcast littéraire sur Spotify et sur YouTube. Je poste un nouvel épisode tous les vendredis à 17h et je poste aussi des vidéos YouTube autour du livre tous les mercredis à 18h. Toujours sur cette chaîne August Book Club. Et si vous voulez découvrir l'épisode 1, il est dans le petit i. Allez, on y va, c'est parti, parce qu'on a pas mal de chapitres à couvrir. On va parler du chapitre 6 à 12. Le chapitre 6 s'appelle Read Yourself Relatives. Donc, ce chapitre va parler de la famille et de l'importance de la famille, mais aussi comment faire en sorte de mieux comprendre sa famille. On a tous des réunions de famille qui peuvent très bien se passer, ou d'autres où on a l'impression que notre oncle va dire quelque chose de déplacé, ou peut-être qu'on cache une partie de notre vie à notre famille, ou le fait qu'on a arrêté nos études et qu'on ne veut pas leur dire forcément. Il existe aussi énormément de shows sur les familles, par exemple La fête à la maison, ou encore Ma famille d'abord, et plein d'autres shows de ce style-là, mais aussi beaucoup de livres. Et d'après Daisy, il est important d'utiliser la lecture pour comprendre les dynamiques familiales. Je cite, « La lecture peut nous aider à comprendre nos familles, mais peut aussi nous aider à passer du temps loin d'elles. En tant qu'enfant, nous sommes constamment surveillés, encadrés, et j'ai adoré la lecture puisque c'était une activité où je pouvais être seule et le faire moi-même. » Elle explique qu'à travers les différentes lectures qu'elle a eues au cours de sa vie, elle a pu appréhender sa mère d'une autre manière puisqu'elle a fait la connaissance de personnages féminins qui avaient des expériences similaires à celles de sa mère. Elle explique aussi que la littérature a pu aider d'autres de ses amis, notamment un de ses amis qui lui était fils unique et qui a adoré lire des livres sur des grandes familles parce qu'il avait l'impression de comprendre ce que ça faisait d'avoir des frères et sœurs. Mais bon, voilà, ça c'est dans le cas où vous voulez comprendre votre famille, mais si ce n'est pas pour vous, si votre but, ce n'est pas forcément d'approfondir des choses, de comprendre les traumas familiaux, eh bien les livres peuvent servir à autre chose, notamment trouver votre propre famille. Et oui, parce que comme on a une multitude de familles différentes qui sont représentées à travers les livres à la portée d'une main, forcément, on peut choisir dans quel genre de famille on a envie de rester. Et là-dessus, je trouve que Daisy a raison. C'est plutôt cool. Alors je sais que... Je ne sais pas si vous connaissez cette saga, je pense que oui, j'en ai déjà parlé. Certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. Mais la saga des 7 sœurs, donc ça suit, c'est de Lucinda Riley, ça suit 7 sœurs différentes qui ont été adoptées par le même père et qui vont aller dans cette quête de retrouvailles de soi, de leur famille originelle et de découverte de secrets familiaux. Moi personnellement, je voudrais bien dans leur famille parce que ça a l'air cool d'habiter sur le lac Léman, d'avoir eu des cours à domicile d'instruments incroyables et aussi d'avoir des sœurs avec un avenir aussi cool. En tant que lecteur, nous avons la chance d'expérimenter d'innombrables situations familiales et de traverser toutes les émotions, du chaos à la tristesse, à la colère, à l'isolement, à la joie. Donc ça c'était le chapitre 6, il n'y a pas forcément de conseil qui est donné par Daisy, elle essaye juste de dire que la littérature peut servir sur d'autres points. Après, moi je trouve que si j'ai aussi voulu faire cette deuxième partie, c'est parce que je suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'elle dit. Je pense que c'est une bonne chose. Oui, on peut comprendre des choses sur sa famille, mais je pense que le mieux c'est quand même soit de prioriser les discussions avec notre famille ou de voir un psy si ce n'est pas possible. Je pense qu'on peut pas trouver toutes les réponses dans les livres, mais je comprends. Si, admettons, vous faites de l'anxiété parce que vous avez un repas familial qui arrive, ayez toujours un livre sur vous, un livre qui vous fait du bien. Ça peut peut-être vous faire passer un meilleur moment. Chapitre 7. Et le chapitre 7, c'est Read Yourself Free. Ce qu'elle veut dire par là, Daisy Buchanan, c'est qu'elle pense que les livres peuvent nous aider à nous soigner de nos addictions. Elle prend l'exemple que pendant longtemps, elle avait ce complexe par rapport à son poids et qu'elle va commencer à faire beaucoup de régimes et que ça va devenir une addiction de
faire régime sur régime sur régime, de se retenir de manger, et que la lecture l'a sauvée. Qu'est-ce que Daisy entend par là? Ce qu'elle entend par là, c'est que la littérature, notamment les récits autobiographiques, lui ont permis de travailler sur ses addictions. Puisqu'en lisant des histoires de personnes qui ont vécu des choses similaires à elle, elle a vu donc soit des schémas qu'elle reproduisait, soit des solutions pour pallier à ses soucis et de faire face, de conscientiser qu'elle avait peut-être un problème. Elle fait notamment une réflexion sur une addiction qui est celle de l'alcool. Elle présente un petit peu que l'alcool c'est quelque chose qui est au final très toxique pour notre corps mais qu'on consomme dans la vie de tous les jours puisqu'on a des pubs, des vidéos, des séries qui vont montrer James Bond après une mission avec son verre de martini. Et elle expliquait que pour elle c'était un moyen de se sociabiliser, donc elle ne voyait pas forcément le souci jusqu'à ce qu'elle réalise que notre corps, si le lendemain il se sent malade et pas très bien une fois qu'on a trop bu, c'est parce que c'est une intoxication et qu'on ingère quelque chose qui est toxique, c'est de l'éthanol quand même. Et pour elle, lire des livres autobiographiques sur des personnes qui ont eu un combat face à l'alcool ou des drogues ou ce genre de choses, ça lui a permis de mieux se comprendre, de se calmer, d'éviter de reproduire les mêmes schémas et de trouver du sommeil à nouveau. J'ai un exemple de livre à ce sujet, je pensais notamment au livre de Matthew Perry, le récit autobiographique qu'il a écrit en 2023, un petit peu avant qu'il ne décède, et il parlait de son combat face aux addictions, à l'alcool et aux drogues. Et oui, on peut voir des points positifs puisqu'il conscientise qu'il a eu ce souci durant tout le tournage de la série Friends, même avant, que c'est lié à un problème de confiance en soi, de ce qu'il est capable de faire. Il est vraiment toujours dans l'auto-sabotage, mais au final, même si j'ai trouvé que c'était un récit très bien, pour moi, le pont que Daisy fait entre lecture et addiction était un peu simple. Parce que je suis d'accord, dans la première partie de l'épisode, on parlait de relire des livres de son enfance pour essayer de se reconnecter à soi, garder des bonnes émotions, etc. Je pense que c'est très bien. Mais à mon sens, pour des addictions, surtout si c'est des addictions, là pour le coup c'est qu'on a atteint vraiment un stade assez grave, le mieux c'est quand même d'avoir un suivi avec des médecins, un thérapeute. Et en plus de dire que c'est la lecture qui l'a aidé à réaliser qu'il y avait un souci, pour moi ça veut dire qu'elle avait déjà fait cet effort de conscientisation qu'elle avait un souci. Parce que je pense qu'on peut très bien lire des livres qui touchent à des sujets très très proches de nous-mêmes, et c'est pas pour autant qu'on va forcément comprendre des choses sur nous. Il faut quand même avoir déjà cette présence d'esprit de se dire « Ah, peut-être que j'ai un souci », et du coup, forcément, si on a ce truc de peut-être que j'ai un souci, on va le voir un peu plus facilement dans des livres. Mais je pense pas que c'est forcément automatique. Donc là-dessus, j'ai été un peu mitigée. On va quand même donner les conseils de Daisy face à ces soucis comme les addictions et comment la lecture peut aider. Premièrement, si lorsque vous lisez un livre qui parle d'un sujet qui vous touche à cœur, qui vous fait penser à pas mal de choses et qui est sensible puisque ça vous soulève des questions chez vous, des soucis que vous avez, peu importe l'émotion qui en surgit, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la panique, il faut laisser cette émotion surgir. Second conseil, lorsque vous lisez des livres qui sont assez difficiles, qui vont toucher des sujets comme les addictions, il ne faut pas vous juger. Ce n'est pas parce que vous en avez une que vous êtes une personne qui est détestable, ou que vous n'êtes pas aimé, ou que vous avez cherché à l'avoir, ou que vous n'avez pas fait assez d'efforts. Il faut vraiment apprécier le processus qui est la vie et de l'évolution. De se dire qu'il y a forcément peut-être des choses meilleures qui vous arriveront par la suite. Troisième conseil, qui rejoint un peu le point que je viens d'évoquer, croyez au changement. Essayez de vous dire que puisque vous avez déjà la conscience que vous avez un souci, vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir régler ce problème. Chapitre 8. Read Yourself Romantic. Dans ce chapitre, l'autrice essaye de parler du fait que nous pouvons retrouver un sentiment d'amour grâce à la littérature. Tout d'abord, Daisy Buchanan revient sur cette notion de romance et comme quoi elle a évolué dans le temps. Elle va passer de Roméo et Juliette à Orgueil et Préjugés à Bridgerton. Donc forcément, notre idée de ce que c'est l'amour va légèrement, je pense, évoluer au fil du temps.
Si vous découvrez ce podcast, vous savez déjà, je ne lis très peu de romances. Voilà, c'est pas un genre que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que, en tout cas dans les livres récents, on a beaucoup de smut et ça ne m'intéresse pas forcément. Revenons-en. Daisy Buchanan dit que selon les statistiques, en 3 ans, la vente de livres de romance a augmenté de 110%. Je n'ai pas besoin de lire un livre à propos de personnes exactement comme moi. Mais dans la plupart des livres classiques, écrits par les hommes, les femmes n'ont pas de vrai rôle ou n'apportent peu à l'histoire. Ce qu'elle soulève là, c'est que, comme elle le disait déjà dans l'épisode 1 par rapport au chapitre Read Yourself Sexy, c'est que la bonne chose avec les romances contemporaines, c'est que ce sont écrits pour la plupart par des femmes, et les femmes ont un rôle important et reprennent confiance en elles, confiance en leur sexualité et en leur identité. Donc c'est ce qu'elle trouve appréciable dans les lectures. Et Daisy parle avec une de ses amies et lui demande « Mais pourquoi les jeunes de la vingtaine apprécient autant la romance, surtout les femmes ?» Et son amie lui répond, je cite, « Nous lisons ce genre de livre car il est difficile pour nous aujourd'hui de trouver de la romance. Il est difficile de trouver de la romance dont nous rêvons dans notre vie. Et je pense qu'il est plus en plus compliqué de rencontrer quelqu'un dans notre vie de tous les jours à cause du temps au travail, de nos passe-temps, etc. » Alors comme elle l'explique, ça peut être pour plusieurs raisons. C'est vrai que peut-être qu'il est plus difficile de rencontrer quelqu'un aujourd'hui parce qu'on passe beaucoup de temps au travail, parce que pour certaines raisons financières, on n'a pas encore d'appartement à nous-mêmes, donc on vit chez nos parents et forcément le 3/4 du temps que l'on passe c'est avec notre famille et très peu de fois juste en dehors et c'est pas forcément propice pour rencontrer quelqu'un. Mais moi, je pense que la différence en fait, si on a l'impression de ne pas pouvoir rencontrer autant de personnes aujourd'hui qu'à l'époque, c'est surtout par rapport à nos standards. Parce que au vu de comment la société évolue, maintenant, on a plus de standards. On demande plus que un peu d'amour, un mariage et une maison. Il y a des standards d'une relation saine. Après, il y a aussi, les standards, ils sont élevés forcément par le genre de show qu'on consomme, de films qu'on consomme, de livres qu'on consomme et de gens de notre entourage. Donc ça va jouer sur beaucoup. Les histoires que nous lisons et les histoires que nous entendons ont tendance à mettre l'amour romantique comme piédestal dans nos vies. La rencontre amoureuse est le moment le plus important de la relation. Nous partageons et lisons des histoires sur la quête de l'amour et lorsqu'ils se sont rencontrés, c'est une fin heureuse. Mais pourquoi ne pas écrire des histoires sur des couples qui vont se rencontrer mais qui vont traverser des étapes ? Pourquoi rester que sur cet élément de la rencontre ? Même dans les romances que j'ai lues jusque-là, je trouve que c'est ce qui est le plus important. On voit leur rencontre, des fois elle est chaotique, mais pas chaotique dans le sens où on se dit ça pourrait arriver, c'est limite quand même romanticiser ce moment un peu maladroit entre un couple, entre deux personnes qui vont se rencontrer. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Et une fois qu'on a passé ce cap de rencontre maladroite sur 90% du livre, on arrive à la fin, ils sont ensemble et on a un épilogue où soit la femme est enceinte, soit ils se marient. Il n'y a rien d'autre. Mais est-ce que ce genre d'histoire qui ne se concentre que sur la rencontre amoureuse ne créerait pas chez nous de l'anxiété et des peurs puisque nous ne sommes pas forcément au courant de comment faire en sorte pour le après, une fois qu'on est déjà... Ce que Daisy essaye donc de dire dans ce chapitre, c'est que lire de la romance peut nous redonner ce sentiment d'espoir qu'il y a quelque chose qui nous attend, qu'il y a quelqu'un qui est fait pour nous quelque part. Il ne sera pas forcément parfait, mais il est là. Et que lire de la romance pourrait donc élever nos standards et pallier à cette peur de ne jamais retrouver l'amour. Il y avait une citation que j'aimais bien d'elle où elle disait quelque chose du style je n'attends pas forcément à ce que la personne que je vais rencontrer puisse tuer un dragon pour moi, mais qu'il me ramène une tasse de thé, c'est bien. Je trouve que c'est un joli message, mais en même temps je suis un peu mitigée, parce que pour moi, juste ramener une tasse de thé, ça fait un peu standard très bas. Et je trouvais qu'à la rigueur, tuer un dragon, il y a quand même un enjeu, c'est un dragon, c'est dangereux. Là, on voyait qu'il était motivé à être avec cette fille, donc je sais pas, je suis un peu mitigée.
Encore une fois, comme je vous explique, cette partie 2, c'est plutôt les limites, d'où la lecture pourrait aider pour l'anxiété. Et là, je trouve que c'est pas forcément adéquat. Je comprends que lire de la romance pourrait peut-être nous donner ce sentiment d'espoir, mais je pense qu'il y a aussi le fait que, comme toute chose, à trop s'isoler dans un genre ou peut-être nos livres, on passe à côté de la réalité. Évidemment, mon avis est subjectif, si vous pensez autre chose, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Chapitre 10, Read Yourself Like a Writer. Dans ce chapitre, Daisy Buchanan explique que nous sommes tous des écrivains. Et encore plus si on a lu beaucoup de livres, parce qu'avec le temps, on développe un certain seuil de ce qu'on comprend, ce qu'on aimerait voir, ce qu'on attend du livre et ce qu'on pense que la fin va être. Donc on sait comment écrire un livre en fonction du genre qu'on a le plus lu. Et je sais que là, vous êtes en train de lever les yeux au ciel. Vous êtes en train de vous dire, mais je suis pas assez bon pour écrire quelque chose et le publier et le vendre. Mais qui a parlé de publier vos écrits? Ça nous permet d'extérioriser des sentiments, de reprendre un événement et de le retravailler d'une manière complètement fantaisiste aussi, c'est possible, et aussi de mettre à plat nos points. Pour ceux qui ont envie de tenter l'expérience et de vous mettre à écrire quelques mots sur un papier, voici les conseils de Daisy. Premier conseil pour se mettre à l'écriture. Vous pourrez, très bien, lire des livres qui ont inspiré vos auteurs préférés et comprendre comment ils sont arrivés à ce processus. Par exemple, je pense que je l'ai déjà dit même dans l'épisode 1, j'aime beaucoup Maxime Chatham. Et lors de ses interviews, lorsqu'il parlait de Autre Monde et de comment il est arrivé avec cette histoire, il a expliqué qu'il lisait beaucoup Le Seigneur des Anneaux, qu'il regardait beaucoup les films et qu'il avait aussi écouté la soundtrack tout le long où il a écrit tous ses tomes. Donc ça veut dire qu'il s'inspire quand même beaucoup de ce style-là, de ce côté aventure, et je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans sa plume aussi. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Donc si je devais écrire un livre un peu fantastique, je pourrais en faire de même, m'inspirer de ce que j'aime déjà. Second conseil, essayez de réfléchir comment vous êtes lorsque vous êtes en groupe. Quand vous êtes avec vos amis, sur internet, etc. Comment vous vous présentez? Est-ce que vous êtes là pour faire rire votre audience, vos amis? Est-ce que vous êtes là comme le conseiller de vos amis? Si vous avez un trait de personnalité qui ressort un peu plus, essayez d'écrire un livre dans ce style-là. Parce qu'au final, ça va enlever une certaine difficulté puisque vous écrivez avec authenticité puisque ça vient de vous et c'est vous-même. Et troisième conseil, soyez sincère. Ça sert à rien de vouloir écrire quelque chose d'intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire même? Ça sert à rien de vouloir écrire quelque chose de compliqué, avec des mots super recherchés. Le but, c'est d'écrire quelque chose qui vous ressemble et que comme toute passion et tout hobby, c'est avec la pratique qu'on apprend des choses. Donc, si admettons là demain vous décidez d'écrire, écrivez juste quelques lignes. Vous n'avez même pas à le montrer à qui que ce soit, même pas à en parler à qui que ce soit, c'est juste pour vous et c'est un processus créatif. Et je pense que là-dessus, Daisy a raison parce que, alors, je ne sais pas trop si je serais capable d'écrire un livre. Moi, c'est pas tant que je pense que je ne suis pas capable d'en écrire un. J'avais déjà écrit un recueil de poésie en 2020. À la suite du confinement, puisque j'ai passé une partie de mon confinement seule dans un appartement très petit, donc il fallait que j'extériorise et je pense que ça a été très très cathartique. Mais dans l'ensemble, si là je devais réécrire quelque chose, je sais pas en fait, parce que je pense que ce qui me bloque, c'est l'idée de trouver quelque chose qui n'a pas forcément été déjà trop refait, de ne pas tomber dans les clichés que moi-même j'aime pas et d'avoir le courage de continuer. Parce que j'ai pas de souci à écrire quelques pages, mais c'est sur la durée. Mais bon, comme elle le dit, peut-être que je devrais appliquer les propres conseils avec le temps. Peut-être que je vais m'améliorer. Chapitre 10, Read Beyond Your Comfort Zone. Ce qu'elle essaie de dire par là, c'est que souvent on va lire des livres qui vont être dans un genre qu'on apprécie déjà, qui vont... un livre qui est un peu prévisible puisqu'on a déjà lu au moins 15 livres de ce style-là. Je suis la première, je lis beaucoup de fantasy et de young adult parce que c'est un genre que j'aime beaucoup et que j'ai déjà lu. Et on a cette idée de se dire que on peut aussi prendre des livres
qui vont être au-delà de ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà essayé, par exemple, de lire Steinbeck, Les raisins de la colère. Et je peux vous dire que ce livre est toujours dans ma bibliothèque aujourd'hui, et je l'ai acheté lorsque j'avais 16 ans. Et ce chapitre, c'est un peu une réflexion. Est-ce que c'est ok d'abandonner un livre si on n'accroche pas à l'histoire? Ou est-ce qu'il faut nécessairement terminer le livre pour pouvoir se faire un avis? Moi, je suis des deux écoles. Il y a des fois où je me dis non, il faut que j'aille jusqu'au bout, comme ça je peux donner un avis complet. Mais dans ces moments-là, c'est surtout parce que je vais faire un épisode de podcast dessus. Mais je suis aussi de l'autre école où c'est ok d'abandonner un livre si on n'accroche pas et si on n'adhère pas forcément au style. Ce que Daisy essaye d'expliquer, c'est que des fois, en fait, lire, même si c'est pas un livre facile, un livre auquel on accrocherait au premier abord, ça peut être bien parce que ça challenge un peu nos compétences en tant que lecteur, notre connaissance et notre attention. Donc ça va dépendre de ce que vous cherchez dans la littérature. Est-ce que vous cherchez plutôt du confort ou est-ce que des fois vous avez envie de vous donner un challenge? Elle explique aussi que c'est ok pour l'instant de ne pas forcément terminer un livre et peut-être qu'avec le temps et les années, ce livre-là va nous attirer. Qui sait? Peut-être que je vais finir par lire Steinbeck quand j'aurai 40 ans. En tout cas, pour l'instant, j'arrive pas du tout à... D'après Daisy, si on lit des livres qui sont un peu difficiles, qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire, ça pourrait renforcer notre seuil de tolérance à l'anxiété puisque on se met dans des situations qui sont inconfortables et on s'en sort. Donc si on fait ça, pourquoi on ne pourrait pas surmonter un cas? Je suis pas trop sûre parce que pour qu'on puisse en fait aller de là à lire des livres confort et arriver à lire un livre difficile, c'est qu'il y a quand même une routine de lecture qui a été ancrée depuis des années. Ça fait longtemps qu'on lit, on a cette habitude, on n'a plus trop de problèmes d'attention, on peut se focaliser sur un livre. Donc, on peut se permettre d'essayer de lire des choses un peu plus compliquées. Mais j'ai pas l'impression que ça a augmenté mon seuil de tolérance à l'anxiété pour autant. Donc, je pense que c'est pas vraiment lié. Chapitre 11, Reading for Courage. Daisy explique que la littérature peut être aussi servie comme modèle pour améliorer certaines de nos qualités. Peut-être de devenir plus courageux. Et pour ça, elle prend l'exemple de Harry Potter. Si on regarde Harry, il vit des choses qui sont vraiment compliquées et malgré tout, il les surmonte puisqu'il est soutenu et qu'il est courageux. Parce que oui, pour avoir du courage, on n'a pas forcément besoin d'avoir un certain Voldemort qui nous poursuit et qui voudrait qu'on disparaisse et qu'il faudrait combattre des sorciers super méchants. En tant que lectrice, les livres Harry Potter m'ont permis à prendre confiance en moi, de défendre mes convictions et surtout que c'est primordial de demander de l'aide. Premier conseil, si vous êtes face à l'anxiété, il est important de demander de l'aide, que ce soit de vos proches, de vos amis ou même d'un professionnel, de ne pas rester tout seul. Second conseil, essayez de voir votre anxiété comme une quête, quelque chose que vous pourrez surmonter avec les éléments qui sont propices. Troisièmement, si l'anxiété est liée à la peur de l'inconnu, dites-vous que tous les personnages des livres que vous avez lus ont aussi fait face à l'inconnu et ils s'en sont sortis pour la plupart. Ça va aller, il y a forcément de l'inconnu, il y a forcément des choses qu'on ne peut pas comprendre tout de suite ou qu'on ne peut pas contrôler et il faut se libérer de cette pression. Encore une fois, je suis un peu mythe. Je pense que c'est important de s'inspirer des personnages qui nous ont un peu motivés ou inspirés. Mais de là à dire que ça pourrait régler tous nos soucis, je sais pas. Je sais pas dans quel contexte faire en sorte que je sois Harry Potter m'aiderait. Peut-être qu'il faudrait faire un choix d'un autre personnage, mais de tous les persos courageux que j'ai en tête, même Frodon, j'ai pas forcément envie d'être Frodon pour autant. Mais je vois le truc. Mais j'ai l'impression qu'au final, on va banaliser un peu certaines choses. Par exemple, Frodon, il allait jusqu'au Mordor pour jeter l'anneau. C'était terrible. Et j'ai l'impression que moi, si j'ai un souci d'anxiété qui est juste le fait de vouloir faire des vidéos super cool et de pas arriver à cet objectif ou d'avoir peur que vous n'aimez pas mes vidéos ou mes podcasts, quand je compare ça à Frodo, je me dis, franchement, je me plains pour rien, quoi. C'est un peu nul. Moi, je jette pas un anneau dans le Mordor. Genre, ça va. Donc, je sais pas. J'aurais peur de tomber dans cette banalisation de nos traumas, de nos soucis, et de moins valoriser que c'est important quand même de mettre des mots dessus. Après, je suis d'accord avec elle, il faut demander de l'aide, il faut pas rester forcément tout seul. Mais je suis un peu mitigée sur les deux autres points.
on arrive au dernier chapitre de l'épisode et du livre, et c'est Read Around the World. Ce qu'elle essaye de dire en gros dans ce chapitre, c'est que il existe tellement de livres de tellement de pays et que des fois on va se concentrer sur une littérature en particulier, que ce soit française ou américaine, alors qu'il y a plein de pays dans ce monde, et bien c'est un peu dommage. Et que ces livres pourraient peut-être nous apporter quelque chose, une connaissance sur une culture, une connaissance sur des pratiques, une ouverture sur le monde, une ouverture en tant que nous-mêmes face aux gens, à l'adversité et à ce qui se passe. Donc là, je suis quand même d'accord. Moi, je pense que je lis un petit peu de littérature qui est étrangère, beaucoup asiatique, un petit peu africaine aussi. Mais je pense que c'est pas encore le plus gros focus parce que bah, forcément, ça va pas être des sujets joyeux. Donc ça va dépendre de ce que vous avez envie de lire. Je trouve quand même que ce point est intéressant. Et si vous ne savez pas trop par quoi commencer au niveau de la littérature étrangère, il y a une très bonne vidéo de Jack Edwards, si vous comprenez l'anglais, mais après je pense qu'il y a des sous-titres maintenant sur YouTube. Et il présente tous les livres qu'il a eus de tous les pays différents, il essaye de faire le monde entier et franchement, il y a vraiment beaucoup de choix. On arrive à la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous a plu. Je pense que vous avez compris, cette partie 2, j'étais beaucoup plus mitigée. Enfin, c'est pas que j'étais mitigée, je pense qu'il fallait nuancer un peu ce qu'elle disait. Mais le mot d'ordre quand même dans ces 2 épisodes, c'est que la lecture a quand même des bons points, même si c'est pas forcément lié à l'anxiété. Ça peut vous aider à découvrir de nouvelles passions, par exemple l'écriture. Ça peut vous aider à trouver de nouveaux styles de littérature, de vous ouvrir sur d'autres perspectives dans votre vie personnelle. Et pour ça, je recommanderais toujours de lire des livres. Donc j'espère que les 2 épisodes vous ont plu. C'est une des premières fois où je fais 2 épisodes sur un livre, mais j'étais très contente en tout cas de pouvoir en parler avec vous et de vous donner mon avis et une compréhension globale du livre en question. Et si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à regarder mes autres épisodes et je vous dis à très bientôt.